Aujourd'hui, on va répondre à une simple question. Est-ce que vous devriez prendre pour refroidir votre processeur un radiateur classique avec ventilateur ou un système de refroidissement par liquide? Nous allons comparer 4 solutions différentes. On va partir de la plus simple, un bête radiateur de 30 à 50 euros, en passant par un radiateur beaucoup plus haut de gamme, vers les 80 euros, et puis on passera au refroidissement liquide avec un 240 mm vers une centaine d'euros, et on finira avec un refroidissement haut de gamme 360 mm à plus de 150 euros. Alors le but de cette vidéo est vraiment de comparer les ventirades, les radiateurs classiques à air à des solutions de refroidissement par liquide ou les water cooling, comme je les appellerai souvent dans cette vidéo. Ce n'est pas un guide d'achat forcément. Si vous voulez un guide d'achat complet où je vous dis hey, pour 50 euros vous pouvez utiliser ce refroidissement, pour 60 euros vous pouvez utiliser ce refroidissement, dites-le moi dans les commentaires et je vous en ferai une dans les semaines à venir. Comme ça vous pouvez vraiment choisir selon votre budget. Non, ici on va vraiment regarder quels sont les avantages pratiques de chaque solution et quels sont les avantages en prix et en performance. Alors avant de passer à la comparaison, on doit parler des différents refroidissements que j'ai choisis ici. J'ai vraiment choisi ce qui représente le mieux le marché. Donc vous avez les simples refroidissements en 120 mm avec un seul ventilateur que vous pouvez trouver vers 30-50 euros. Ici c'est un pur Rock 2 de chez Be Quiet pour information. Ensuite on a un radiateur avec 2 tours de refroidissement et avec 2 ventilateurs aussi. Donc ça c'est plus une solution haut de gamme. Vous pourrez trouver vers 60 jusqu'à même 100 euros. Ici on a un Dark Rock Pro 4 de chez Be Quiet. Au niveau water cooling, au refroidissement par eau, on va regarder un 240 mm. C'est vraiment le plus classique. C'est celui qui est aussi souvent le plus intéressant au niveau prix, vers une centaine d'euros. Et puis on montera jusqu'à un 360 mm. Et les deux refroidissements que j'ai regardés ici sont encore une fois de chez Be Quiet. C'est un Pure Loop 2 tout simple en 240 mm et un Pure Loop 2 FX en 360 mm. Je tiens d'ailleurs à préciser que tous ces modèles de test ont été fournis par Be Quiet, mais la vidéo n'est pas sponsorisée. Tout ce que je vais vous montrer dans cette vidéo et tout ce qu'on va parler est valable pour toutes les autres marques, que ce soit Corsair, NZXT ou même Noctua ou même d'autres marques un peu moins connues comme Sight. Vous pourrez utiliser tout ce qu'on va voir ici pour vraiment faire un choix si vous voulez plus un ventirad ou plus un water cooling. Sans plus tarder, regardons à notre premier point de comparaison, les performances. Donc là, j'ai fait différents tests. J'ai testé d'abord avec mon Core i5 verrouillé vers 120 watts. Et puis j'ai fait un autre test où j'ai déverrouillé le Core i5 pour qu'il monte à plus de 175 watts. Le but ici est vraiment de simuler 2 cas d'utilisation. Un processeur quand même qui consomme pas mal, parce que 120 watts ça consomme plus que la plupart des processeurs que vous pouvez acheter sur le marché, et puis un processeur qui consomme encore plus pour vraiment les gens qui vont les pousser dans leur dernier retranchement, parce que 175 watts c'est énorme. Commençons par 120 watts, j'ai testé dans Cinebench. Cinebench est un programme de test qui vous permet de faire un rendu d'une image. Donc c'est assez réaliste, mais c'est pas non plus 100% réaliste. Mais l'avantage, c'est que ça pousse le processeur à fond. Donc là, comme vous pouvez voir, notre refroidissement au premier prix est à 85 degrés. Ensuite, quand on passe à un plus grand refroidissement, on descend à 74 ou 74 degrés. Le refroidissement en 240 mm nous permet d'avoir une température de 69 degrés, nice. Et puis si on passe à 360 mm, on a une petite amélioration ici avec une température de 68 degrés. Donc là, comme vous pouvez voir, n'importe quel refroidissement est bon pour cette tâche-là. Oui, certes, il y en a qui sont un peu plus chauds que d'autres, mais ça ne change pas vraiment grand-chose parce que vous avez le même niveau de performance. Maintenant, la plupart des gens n'utilisent pas forcément leur processeur à fond comme ça pour faire du rendu. Il y en a beaucoup qui vont juste jouer. Donc là, j'ai fait tourner F1 2022 en 1080p avec une RTX 4090. Pourquoi? Parce que comme ça, la carte graphique s'ennuie. Elle attend le processeur en permanence parce que c'est trop facile pour elle à faire tourner. Et donc, ça nous permet de quand même stresser le CPU pas mal, mais pas non plus d'une manière irréaliste comme dans un rendu vidéo ou autre chose. Il n'est pas à 100%, mais ça nous donne quand même des chiffres assez intéressants. Parce que si j'avais juste fait tourner Cyberpunk en 4K, le CPU aurait rien à faire. Donc là, ce serait pas très intéressant en termes de stats. Donc ici, vous pouvez voir que la température la plus haute qu'on a eue justement avec le refroidissement classique est de 70 degrés, 70. Et puis on passe à 65, 56 et puis finalement 54 en jeu avec le 360 mm. Donc là, honnêtement, pas énormément de différence en fait. Vous voyez que même le refroidissement classique premier prix est largement suffisant pour vous. Donc là, c'est très intéressant. Mais je vous propose d'aller encore plus loin. J'ai passé maintenant mon Core i5 de 125 watts à 175 watts. Donc là, ce serait beaucoup plus réaliste avec quelqu'un qui a acheté un Core i7 ou un Core i9. Vraiment, parmi les processeurs qui consomment le plus et qui chauffent le plus et qui requièrent un énorme refroidissement. C'est pas très réaliste pour la plupart des gens parce que si vous jouez juste à des jeux vidéo, contentez-vous d'un Core i5, c'est largement suffisant. Donc là, c'est vraiment
pour moi irréaliste pour la plupart des gens, mais je tenais quand même à le tester. Donc dans Cinebench, j'ai juste testé Cinebench parce que les jeux c'est pas très intéressant ici. Encore une fois, tous les refroidissements y arriveraient. Donc dans Cinebench, c'est là qu'on voit la limite parce que notre refroidissement classique de 120 mm a atteint les 100 degrés. 100 degrés, c'est la température maximum du processeur avant qu'il commence à réduire sa fréquence et donc réduire les performances. Le Dark Rock Pro 4, lui, fait un résultat de 89 degrés. Ensuite, on a le Silent Loop en 240 mm qui fait 80 degrés, donc là c'est pas trop mal, et le 360 mm fait à peine mieux avec 79 degrés, donc ça j'étais un petit peu étonné. J'ai aussi enregistré le score Cinebench à chaque fois dans ces tests là, et comme vous pouvez voir, le seul qui a vraiment perdu en score, donc en performance, c'était justement le Pure Rock 2, parce qu'il atteignait ses 100 degrés. Les autres sont à peu près au même niveau, il y a un petit peu de différence, mais c'est juste une marge d'erreur ici, donc on peut dire qu'ils sont très similaires. Donc le seul qui a vraiment une diminution, c'est le Pure Rock 2. Donc ça, c'est à peu près tout niveau performance. J'en vois déjà faire des conclusions de se dire « Oh, ben, le 240 mm est certainement le meilleur choix. Il est très performant, peut-être pas aussi autant que le 360 mm, mais il est moins cher et il bat sans problème les refroidissements à air. » Mais il faut regarder plus loin. Là, on compare toutes les solutions sur tous les points. Et un point très important, c'est les nuisances sonores, le bruit que font tous ces refroidissements. Et là, il y a une grosse différence. Le plus silencieux, et ça va certainement étonner le plus de gens ici, c'était le refroidissement à air classique, celui à 30 à 50 euros. Pourquoi? Parce que déjà, il a un seul ventilateur, ça fait un petit peu moins de bruit, et ce ventilateur tournait à seulement 1500 tours par minute. Son grand frère, avec 2 ventilateurs, était pratiquement aussi silencieux, mais évidemment, comme il y a 2 ventilateurs, ça fait un peu plus de bruit. Et les refroidissements à eau, eux, étaient beaucoup plus bruyants. Et c'est notamment dû, en grande partie, au fait que vous avez les ventilateurs qui tournent à plus de 2000 tours par minute. Et ça, c'est très bizarre. Pourquoi les water cooling, qui sont mieux pour refroidir, sont obligés de mettre des ventilateurs qui tournent aussi vite, en fait? Et j'ai fait un test très rapide pour vous illustrer que si vous faites tourner les ventilateurs du refroidissement de 240 mm à 1500 tours par minute, vous pouvez voir que les performances restent très bonnes toujours. Dans Cinebench, en 125 watts, j'étais toujours à 72 degrés, ce qui est très bon. On a juste augmenté de 3 degrés pour information et on est toujours meilleur que les refroidissements à air. Et dans la charge à 175 watts, encore une fois dans Cinebench, j'étais juste à 83 degrés, ce qui est toujours encore une fois meilleur que ces refroidissements à air. Donc c'est un peu bizarre selon moi ce choix de faire tourner les ventilateurs aussi haut, ces refroidissements à eau qui sont de toute façon meilleurs. Ça juste augmente les nuisances sonores et c'est pas forcément plaisant pour tout le monde. Et c'est le cas pour toutes les marques, NZXT, Corsair, n'importe qui fait des refroidissements à eau, bizarrement s'amuse à faire tourner les ventilateurs à plus de 2000 tours par minute, ce qui est très bruyant. Un autre point aussi très important qu'il faut tenir compte au niveau des nuisances sonores, c'est le fait que les systèmes de water cooling, même si vous faites diminuer la vitesse des ventilateurs, ont toujours quelque chose qui fait beaucoup de bruit et c'est la pompe. La petite pompe qui est juste dans le water block ici. Et certaines marques utilisent des pompes assez bruyantes, certaines autres marques font des efforts pour essayer de réduire le bruit. Je sais très bien que par exemple Be Quiet, et c'est le cas, j'ai testé 3 refroidissements jusqu'à maintenant, tous avaient une pompe très silencieuse et ça c'est génial. Mais tout le monde, ce ne sera pas le cas. Il y a d'autres refroidissements liquides où franchement vous allez entendre la pompe et c'est juste désagréable. Ok, alors je sais que tout le monde ne se préoccupe pas des nuisances sonores, surtout quand je viens d'illustrer que vous pouvez toujours battre un radiateur classique en diminuant la vitesse des ventilateurs, mais il faut quand même parler d'autres points très importants et l'un d'entre eux c'est évidemment le prix. Combien vous allez payer pour ces refroidissements? Donc là, au niveau prix, le meilleur, c'est le radiateur de 120 mm. Il est juste imbattable pour le prix que vous allez payer. Et là, je montre le Pure Rock 2 qui coûte 48 euros, mais vous en avez aussi qui sont vendus 30 à 40 euros pour à peu près le même niveau de performance. Et là, c'est juste impossible de les battre pour la valeur qu'ils vous donnent. Évidemment, ce n'est pas les meilleurs, mais ils sont très bons pour le prix. Rien que si vous regardez dans Cinebench, on avait un résultat pour le Pure Rock 2 de 85 degrés et le Silent Loop 2 de 240 mm, lui, faisait 69. Donc pour un gain de 16 degrés, vous payez 2 fois plus cher, voire même des fois 3 fois plus cher. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Pas forcément pour la plupart des gens. L'argent que vous allez économiser, les 50 voire même 60 euros, vous les mettez dans un meilleur processeur ou surtout dans une meilleure carte graphique et vous aurez plus de performance en jeu. Donc là, pour ceux qui veulent juste jouer à des jeux vidéo,
c'est pas forcément le plus intéressant en termes de prix. Le prochain point important, c'est la durabilité. Qu'est-ce que ça va donner ces solutions de refroidissement d'ici 2, 3, 5 ans, 6 ans? Et c'est là que ça devient très intéressant parce que les radiateurs classiques ont un énorme avantage. Si le ventilateur finit par arrêter de fonctionner, ce qui peut arriver au fil du temps, vous avez toujours un énorme radiateur sur votre processeur. Donc il ne va pas surchauffer forcément tout de suite et vous pourrez remarquer qu'il y a un problème et changer juste le ventilateur. Si votre refroidissement liquide a un problème, sur les ventilateurs ça va encore, mais si la pompe qui est à l'intérieur arrête de fonctionner, eh bien le liquide de refroidissement ne circule plus et là, vous allez avoir un CPU qui surchauffe directement et vous allez avoir de gros problèmes. Et vous devez remplacer du coup l'entièreté du refroidissement liquide. Alors bien sûr, ça n'arrivera pas à tout le monde. J'ai déjà des refroidissements liquides que je peux vous dire qui fonctionnent toujours après 6-7 ans d'utilisation. Mais c'est quand même un point qu'il faut tenir compte. Si vous voulez vraiment un PC sans stress, vous voulez juste vraiment qu'il fonctionne et vous voulez plus vous en préoccuper après l'avoir acheté, il vaudrait mieux un radiateur à ce niveau-là selon moi. Les water cooling sont très bons, mais il peut y avoir des problèmes. Et enfin, le dernier point important selon moi, c'est la compatibilité. Et là, ça va varier énormément d'une solution à l'autre. Le refroidissement classique de 120 mm, le radiateur, il est très facile à installer et aussi comme il est très fin, vous n'aurez aucun problème avec votre RAM, vous pourrez facilement le mettre dans n'importe quel type de boîtier. Donc ça vous donne une très bonne compatibilité. Un refroidissement comme celui-ci, donc avec 2 ventilateurs et 2 tours, est beaucoup plus gros. Là, vous allez avoir des problèmes avec la RAM. Comme je peux vous le montrer ici, ce ventilateur-là était juste au-dessus des barrettes de RAM. Donc si vous avez des barrettes de RAM trop hautes, vous allez avoir des problèmes où vous devrez mettre le ventilateur plus haut. Donc des problèmes de compatibilité. Aussi, comme il est assez massif, il bloque beaucoup de câbles et tout ça. Donc ça peut être embêtant si plus tard vous voulez rebrancher quelque chose. Donc pas forcément le meilleur en termes de compatibilité. Maintenant, les systèmes de water cooling ont leurs propres problèmes de compatibilité. Notamment le fait que vous devez avoir un emplacement dans votre boîtier pour arriver à l'installer. Alors un 240 mm, plutôt facile. La plupart des boîtiers modernes vous permettront de l'installer sans trop de soucis. Mais il y en a certains où des fois, au-dessus du boîtier, vous n'avez pas assez de place. Donc vous devrez le mettre à l'avant, ce qui n'est pas forcément aussi bon. Ça va faire chauffer un peu plus votre carte graphique. Et donc ça pourrait vous faire perdre des performances dans les jeux vidéo, si c'est ce que vous vous préoccupez le plus. Et si vous passez un 360 mm, alors là, vous avez beaucoup plus de problèmes de compatibilité parce qu'il vous faudra un boîtier qui a 3 emplacements de ventilateur et même un petit peu plus de marge. Donc comme vous pouvez voir, ça varie énormément d'une personne à l'autre. Un autre point aussi assez important, c'est si vous voulez transporter votre PC, ce qui pourrait arriver, un radiateur comme ça, vous avez tout le poids qui est accroché près du CPU, pas forcément le meilleur en termes de transport. Un water cooling ici sera bien meilleur parce que le gros du poids est accroché au boîtier directement. Donc c'est un avantage aussi en termes de transport. Donc là, il faut un petit peu voir selon votre utilisation. Moi, ce que je dirais, c'est que le radiateur classique de 120 mm est juste très bon, il n'est pas trop lourd, il cache pas trop la RAM et tout ça, donc il fonctionnera dans la plupart des cas. Le radiateur un petit peu plus gros ici peut poser certains soucis, donc c'est à vous de voir si vous voulez forcément ça. Et puis le water cooling de 240 mm, lui, passera à peu près partout. Il vous donnera un avantage en termes de transport et même aussi ouvrira un peu plus votre boîtier pour brancher des câbles plus tard ou changer votre RAM ou autre chose. Il est donc l'heure de la conclusion. Quel est le meilleur refroidissement ? Le radiateur à air classique ou un système de refroidissement liquide ? Bien évidemment, comme d'habitude, ça dépend beaucoup de gens. Mais on va dresser plusieurs scénarios. Premier scénario, quelqu'un qui veut juste jouer aux jeux vidéo, qui a un PC classique avec un Core i5 ou même un Ryzen 5 ou un Ryzen 7. Là, je vous dirais, prenez le radiateur de 120 mm classique. C'est pas cher, ça refroidira sans problème votre processeur pour les jeux vidéo et même certaines tâches professionnelles. Si vous faites du streaming ou même du rendu de vidéos et tout ça, c'est pas grave si peut-être votre processeur perd un petit peu en performance quand vous le stressez à fond. Vous économisez tellement d'argent, vous pouvez mettre ça dans la carte graphique, vous pouvez mettre ça dans plus de RAM, plus de SSD, quelque chose qui va vraiment vous apporter une différence dans l'utilisation de votre PC. Maintenant, on a les personnes qui veulent vraiment utiliser à fond leur PC, qui vont faire des rendus professionnels de longues heures, qui veulent un maximum de performance. Là, moi, je vous dirais de prendre le refroidissement liquide de 240 mm. C'est pas trop cher, il est assez bien compatible avec la plupart des boîtiers et il devrait convenir à la plupart des gens, même si vous avez un Core i9 qui tourne à fond. Maintenant, il y en a qui vont vouloir un PC ultra silencieux. Et là, je dirais que la meilleure solution, c'est tout simplement le radiateur 2 tours.
Vous prenez ces ventilateurs, vous les mettez à 1000 tours par minute maximum, ça refroidira sans problème votre processeur parce que vous avez beaucoup de masse thermique par-dessus et vous aurez des nuisances les plus basses possibles. Et comme vous n'avez pas de pompe comparé au water cooling, vous êtes sûr aussi que vous n'aurez pas de bruit à ce niveau-là. C'est vraiment la meilleure solution et c'est la solution que j'utilise dans mon PC. J'ai un PC spécial streaming. C'est justement le Darkrow Pro 4 que j'ai dedans. Je le fais tourner à une plus basse vitesse et je ne l'entends jamais. Et enfin, le dernier scénario que je vois, c'est quelqu'un qui veut juste une tranquillité d'esprit. Il veut être sûr que son PC d'ici 5 ans fonctionne encore sans aucun problème. Il ne veut pas quelque chose qui puisse casser et littéralement poser d'énormes problèmes avec son PC. Et c'est pour ça qu'évidemment, le radiateur sera un meilleur choix. Parce que si le ventilateur casse, ben ça continue de refroidir quand même. Il y a juste à changer le ventilateur, c'est ultra simple et vous repartez. Il n'y a pas besoin de racheter quelque chose de hyper cher. Et si vous faites juste du jeu vidéo, évidemment, le radiateur de 30 à 50 € avec une seule tour est largement suffisant. Mais si vous voulez faire du rendu 3D, ben c'est là que vous pourriez utiliser justement un radiateur 2 tours. Comme on l'a vu dans notre test, c'est suffisant pour refroidir un processeur même à 175 watts. Et vous aurez la tranquillité d'esprit qu'il n'y a pas de pompe qui va casser. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante et utile. Évidemment, c'est une simple vidéo de comparatif refroidissement à air versus refroidissement liquide. Ce n'est pas un guide d'achat, donc si vous êtes intéressé par un guide d'achat complet avec tous les budgets possibles, dites-le moi dans les commentaires. Évidemment aussi, ça ne couvre pas toutes les utilisations ici. J'essaie d'avoir les scénarios qui couvrent un maximum de gens, le gamer, le mec qui fait du rendu 3D, la personne qui veut du silence, la personne qui veut juste la tranquillité d'esprit. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des cas d'utilisation très particuliers. Donc là, je ne peux pas forcément vous couvrir. Donc j'espère que tous les points que je vous ai apportés, toutes les informations que je vous ai données dans cette vidéo vous permettra de faire un meilleur achat. Donc, quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez bien apprécié. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un pouce rouge, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des sentiments plus complexes et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!